Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Son Goku et Vegeta, depuis l'arc Moro, mais également depuis plus particulièrement le chapitre numéro 50 du manga Dragon Ball Super, sont en train de prendre un tournant. L'œuvre prend un tournant parce qu'elle est en train d'isoler Vegeta qui part de son côté, qui a l'air d'être mis au premier plan, on verra bien parce que cette partie-là peut être ellipsée, et on pourra voir quelques temps plus tard juste le retour de Vegeta en fanfare et jamais ne voir son aventure nous être racontée au premier plan, mais bon, pour le moment c'est la tournure que ça prend. Goku lui également part de son côté, et a priori dans le chapitre 50 on a une sorte d'inversement des rôles, on a l'impression que Vegeta subit un traitement de héros tandis que Goku est un petit peu plus mis au second rôle, ce qui nous paraît étrange parce que Dragon Ball et surtout Dragon Ball Super nous a habitués à une surexploitation de Son Goku dans tous ses états et de mettre en retrait les autres personnages, même si Vegeta a bien évolué, qu'il a toujours été bien présent, qu'il a toujours fait partie d'un duo avec Goku, il a toujours fini par être mis en retrait par rapport à Goku, mais là ça semble être l'inverse. Et cela amorce quelque chose, donc un revirement dans l'œuvre, ça on s'en parlera peut-être lors d'une prochaine vidéo, mais ça amorce aussi de nouvelles évolutions chez Goku et chez Vegeta. Ces nouvelles évolutions peuvent être de l'ordre de 3 niveaux. La première, c'est avoir de nouvelles transformations, donc de nouveaux pouvoirs. La deuxième serait d'avoir de nouvelles techniques. Et le troisième type d'évolution serait d'avoir une évolution psychique de ces deux personnages, en sachant que les trois types d'évolution sont complémentaires, que Goku ou Vegeta peut aller vers une ou l'autre de ces trois voies, ou en combiner quelques-unes, ou avoir les trois. Bref, tout est possible, et justement c'est de ça dont on va traiter cette vidéo-là aujourd'hui. Il est clair et évident que Moro met Goku et Vegeta face à une impasse. Même si Moro commet quelques erreurs, comme laisser Goku et Vegeta en vie, ils reviennent plus forts, ils reviennent même plus nombreux avec le Dai Kaioshin, eh bien Moro s'en tire toujours, et Moro finit toujours sur la première place du podium, et Goku et Vegeta sont totalement impuissants face à lui. De plus, Goku et Vegeta s'appuient sur leur ki qui fait partie des plus puissants de l'univers 7, mais le problème est que Moro l'absorbe. Le Dai Kaioshin a pu être une solution seulement temporaire, parce que la majeure partie de ses pouvoirs a été détruite avec Majin Buu pur, et le mystère plane sur le fait de est-ce que ces pouvoirs-là ont été réincarnés en même temps que Oob, ou est-ce qu'ils sont définitivement perdus. Donc pour Goku et Vegeta, c'est comme le Monopoly, c'est toujours retour à la case départ. Dans le chapitre 50, Vegeta en a eu totalement marre de se téléporter ailleurs, de prendre la fuite, chose que Goku fait depuis le début de cet arc-là parce qu'il n'a pas la clé pour le moment, et Vegeta veut évoluer autrement. Il a pris un petit peu en otage un pilote de la patrouille galactique et il se dirige vers la planète Yardra de ses propres dires, tandis que Goku lui repart au QG de la patrouille galactique. Alors c'est vrai qu'on a tous notre attention plongée et dirigée vers Vegeta, mais à mon sens il est clair et net que les deux vont évoluer, que les deux prennent des directions différentes pour justement encore plus amorcer le fait que ces deux personnages-là évoluent de manière différente. Il me semble assez évident que scénaristiquement parlant, Toriyama et Toyotaru ont une envie qu'ils nous ont déjà montré de faire évoluer Goku et Vegeta par des voies différentes. On a vu l'Ultra Instinct de Goku, Vegeta a tenté de l'imiter vite fait, mais ensuite il a dit qu'il évoluerait d'une manière différente de Goku, mais tout aussi puissante et efficace, et quoi de mieux que de séparer leurs chemins pour les faire évoluer au même rythme, mais de manière différente. Et justement, on va commencer les devins par le cas de Vegeta. De quelle manière j'entrevois ces évolutions? Et bien évidemment, pour le bien de cette vidéo-là, j'ai mis de côté les théories les plus basiques, les plus simplistes, et celles qui nous décevraient le plus. C'est-à-dire que si c'est juste pour aller vers le SSJ Blue de niveau 2, bon, déjà c'est pas très cohérent par rapport à Moro, certes ça serait hypant à voir, les éclairs et tout ce que l'on veut, la puissance, mais Moro l'absorberait très facilement, et surtout par rapport à tout ce que Vegeta semble nous teaser, ça semble être peu en comparaison. Donc voilà, je vais aller un petit peu plus loin que ça. La première de mes idées concernant la nouvelle évolution de Vegeta, ça sera vraiment la plus basique de toute la vidéo, mais je suis obligé de vous en parler et d'ailleurs vous avez été très nombreux à me proposer la solution. Vegeta qui apprend la téléportation. Alors c'est vrai que quand on a découvert que j'ai fait ma réaction à chaud des spoilers de Vegeta se dirigeant sur Yardra, j'ai de suite pensé à la téléportation. Sauf que, après mûre réflexion, ça me semble ne pas être le cas. Goku vient de lui proposer la téléportation sur Namek et Vegeta lui dit « oublie la téléportation, donc pourquoi est-ce qu'il l'apprendrait chez les Yardra ?» De plus, il dit qu'il en a marre des tours de passe-passe, des petites techniques farfelues et tout ça, donc doublement la question se pose de pourquoi il apprendrait la téléportation. Les deux seuls points intéressants pour que Vegeta apprenne la téléportation, le premier serait que Vegeta souhaite aller ensuite ailleurs pour apprendre quelque chose, c'est-à-dire que la téléportation ne serait pas une technique qu'il va utiliser réellement contre Moro, il n'en a pas réellement besoin, mais c'est quelque chose qui va le mener autre part, voir un autre maître ou quelque chose de la sorte, ou alors pour étendre un petit peu cette idée-là,
vous avez été très nombreux à m'en parler, Vegeta pourrait tenter de changer d'univers. Par exemple, aller dans l'univers 6, vu que c'est le jumeau qu'on y trouve des Saiyans, que Vegeta a fait référence aux pouvoirs originaux des Saiyans, sur quoi se basent leurs forces, qu'ils ne se sont jamais reposés sur des petits gris-gris pour battre leur adversaire, etc. Étant donné qu'il n'y a plus de peuple Saiyan à proprement parler dans l'univers 7, eh bien il pourra aller chercher des informations et un entraînement ou je ne sais quoi dans l'univers 6. Il pourrait par exemple y aller pour apprendre des choses sur son propre peuple. Si les légendes sont similaires entre les deux peuples, on a vu que Kale et Broly ont pas mal de similitudes, il se peut qu'il y ait un équivalent de Yamoshi donc dans l'univers 6, et donc l'univers 6 pourra apporter beaucoup de choses, beaucoup de connaissances à Vegeta étant donné que la planète originelle des Saiyans, Sadara, est toujours là-bas présente, ils n'ont pas migré ou quoi que ce soit, on est vraiment sur les terres d'origine des Saiyans, mais dans un univers jumeau, donc à voir quelles pourraient être les variations par rapport à l'univers 7. Bien évidemment, se téléporter d'univers en univers, c'est pas si facile que ça, et à ce jour, les seuls êtres que nous connaissons capables de faire cela, eh bien ce sont les Kaioshin qui peuvent faire le Kai-Kai. Ensuite, on a vu une sorte de déplacement super rapide de la part de Whis et des anges, qui devient encore plus rapide quand ils sont connectés d'une sorte de télépathie ou je ne sais quoi avec le Daishinkan. Le Daishinkan, lui aussi, ça c'était dans Dragon Ball Heroes, donc à prendre avec des pincettes, mais on a vu qu'il était capable de quelque chose de similaire pour passer du monde de chez Zeno vers n'importe lequel des univers dont il peut avoir envie. Après également, on a vu que les anges possèdent un cube dans lequel ils peuvent mettre à peu près qui et ce qu'ils veulent et le transporter d'un univers à l'autre, mais ça prend le temps du voyage, ce n'est pas une téléportation. Et là où on pourrait se mettre à tilter, c'est sur la présence de Jimmy. Jimmy dans l'univers 2, qui est donc un Yardra, qui arbore le design des Yardra que l'on a vu dans l'anime Dragon Ball Z, et non pas les Yardra qui ont été designés par Akira Toriyama pour le jeu Dragon Ball Online. Sachant que Jimmy est apparu tel quel aussi dans le manga Dragon Ball Super, je suppose que Vegeta va donc rencontrer des Yardra similaires à Jimmy, et non pas ressemblant à ceux de Dragon Ball Online. Bref, on verra bien. Mais la présence de Jimmy est très étrange, ça remet en cause beaucoup de choses, ça soulève beaucoup de questions. De base, les Yardra sont censés être de l'univers 7, donc on se serait douté qu'il pourrait y avoir un équivalent Yardra dans l'univers 6, mais on n'en a jamais vu. Donc deux questions se posent. Est-ce que la planète Yardra univers 7 vient de l'univers 7 ou est-ce que c'était une planète qui était ailleurs et les Yardra auraient alors la possibilité de téléporter leur planète et leur peuple entier d'univers en univers sans que vraiment personne ne le sache réellement? Ou alors est-ce que les Yardra sont bel et bien de l'univers 7, qu'il y a bel et bien une planète un petit peu doublon dans l'univers 6 et que les Yardra ont développé une technique pour pouvoir se téléporter au-delà de juste à l'intérieur de l'univers, se téléporter dans un autre univers. Après, bien évidemment, il reste d'autres possibilités concernant Jimmy, comme le fait qu'il ait pu être recruté au tournoi du pouvoir par l'univers 2, etc. Bon, on peut aller dans beaucoup d'embranchements, mais je pense que la présence de Jimmy dans l'univers 2 n'est pas anodine et est peut-être révélatrice d'une capacité de TP dans un autre univers, chose qui serait assez inédite pour un mortel. Il y a deux choses dans l'œuvre Dragon Ball originale et dans l'œuvre Dragon Ball Super qui viennent appuyer cela, ça se passe dans les mangas. Dans le manga Dragon Ball, eh bien, on a appris que lorsque Goku a pris un vaisseau depuis Namek pour venir sur la Terre, eh bien, il était d'abord programmé pour aller sur Yardra. C'est pour ça que Goku a mis du temps à revenir ici, parce que son vaisseau n'est pas allé sur la Terre, et qu'ensuite il a rencontré les Yardra, vous connaissez Goku, il s'est fait ami avec eux, il a appris une technique, la téléportation, et ensuite il est revenu sur Terre. Et si le vaisseau qu'il a pris était programmé pour aller sur Yardra, c'est parce que Freezer voulait soit coloniser, soit massacrer ce peuple, mais en tout cas, un peu comme les Saiyans, il voulait l'envahir. Et vous savez que quand Freezer fait ce genre de choses, c'est pour des raisons assez basiques et assez connues. Soit c'est pour augmenter la taille de son empire et la taille des peuples soumis à lui, donc faire grandir son armée, c'est ce qu'il a fait dans un premier temps avec les Saiyans, ou alors, deuxième chose qu'il a fait aussi avec les Saiyans, c'est parfois simplement pour se débarrasser d'une menace. Et vous savez que Freezer n'attend pas d'avoir 100 000 confirmations pour le faire, il prend chaque menace au sérieux. Super Saiyan de la légende, ce n'était qu'une légende, il a envoyé, ils nous l'ont dit dans le film Dragon Ball Super Broly, quelques membres de son armée sur planète Vegeta pour demander un petit peu ce qu'ils en savent, ils leur ont dit que c'était des contes, des légendes et tout ça. Freezer les a pris comme un fait réel, et il a dit c'est bon, les Saiyans dans quelques heures je leur explose la tête et leur planète, et c'est ce qu'il a fait. Surtout qu'en plus, Freezer avait prévu d'envoyer le commando Ginyu sur la planète Yardra, à l'époque ça faisait partie du top niveau de l'armée de Freezer. Ça veut dire qu'il les prenait réellement au sérieux. Freezer ne s'est pas dit je vais envoyer masse de mon armée là, des mecs un petit peu lambda et random comme ça va faire le taf. Bizarrement non, commando Ginyu direct. Je pense que si Freezer avait cette volonté de foncer sur Yardra et d'y envoyer le commando Ginyu, c'était parce qu'il avait appris l'existence de techniques en tout genre chez les Yardra, et dont certaines qui vont nous être révélées prochainement, chapitre 51, etc., qui pouvaient pourquoi pas même être en mesure de faire du mal et de causer du tort à Freezer lui-même, à s'aligner à son empire, à tout ce qu'il avait pu construire et voler. Et à partir de là, je ne vais pas épiloguer, mais on peut partir dans des tas et des tas de directions. On vient d'évoquer
le déplacement entre les univers, mais on pourrait aller même encore plus loin que ça. Les Yardra sont capables de voyager dans l'espace. La téléportation, c'est un déplacement de son corps et de son âme dans l'espace. Mais alors là, je pose une question, est-ce que les Yardra sont capables de voyager dans le temps? Eh oui, c'est une question légitime. Vegeta, dans le chapitre 50, il a fait une référence à ses ancêtres, aux anciens Saiyans, leur manière de se battre, de sur quoi reposer leur puissance, etc. pour dire que les Saiyans actuels ont un petit peu, selon lui, dénaturé cela. Donc Vegeta pourrait vraiment avoir envie d'en rencontrer un. D'ailleurs, on aurait Goku qui peut se téléporter dans l'espace, Vegeta qui peut se téléporter d'une certaine manière dans le temps, et du coup, quand ils deviennent Gogeta ou Végétaux, ils seraient capables d'allier les deux, une téléportation espace-temps, ça serait vraiment du lourd. Et du coup, Vegeta pourrait avoir envie de rencontrer par exemple un Yamoshi, pourrait avoir envie de rencontrer un Vegeta premier du nom. Dans le film Dragon Ball Super Broly, on nous révèle que Vegeta est le 4e. Pour s'entraîner, pour parler avec lui, apprendre beaucoup de choses et revenir au top ensuite. Et ça appuierait alors l'idée que Freezer a réellement eu peur des Yardra. Il s'est dit, s'ils sont capables de voyager dans l'espace et pourquoi pas dans le temps, eh bien il pourrait aller dans le passé pour battre ses ancêtres et carrément tuer la lignée de Freezer. Mais bon, vous allez me dire pourquoi est-ce que cela ne s'est pas produit si les Yardra avaient les clés de l'univers entre leurs mains. Eh bien pourquoi pas que les Yardra se seraient vus interdits de le faire, ça a l'air d'être un peuple assez respectueux dans l'univers et dans la galaxie. Pourquoi pas que la patrouille galactique en a vu un ou deux faire quelques voyages bizarres, et une fois qu'ils seraient revenus, il leur aurait interdit de le refaire, sous peine d'emprisonnement ou je ne sais quoi, dans une prison qui les empêche de se téléporter ou autre, et en leur expliquant bien gentiment que ce qu'ils sont en train de faire, eh bien ça modifie l'espace-temps, ça modifie les timelines, et que modifier le passé, l'effet papillon, aurait de graves conséquences, et du coup le peuple Yardra se serait tenu à carreau, mais quand même de temps en temps on aurait eu quelques accros comme un Jimmy's qui s'est épée dans l'univers 2 ou ce genre de choses. D'ailleurs on pourrait également, ça j'en avais parlé dans une ancienne vidéo, se demander si l'Empire de Freezer n'a pas déjà colonisé la planète Yardra, mais ça serait l'Empire de Freezer version Sorbet et tout ça là, vous savez, version Résurrection de Freezer, un Empire de Freezer un petit peu plus amoindri, mais qui quand même aurait réussi, parce que regardez, je vais essayer de vous retrouver l'image, si vous reprenez le manga Dragon Ball Super, le manga spécial Résurrection de Freezer, qui n'est pas sorti dans les tomes, qui est sorti uniquement prépublié dans le magazine V-Jump au Japon. Sur la toute première page, vous voyez l'arrivée du vaisseau de Freezer sur la Terre, vous voyez son armée qui se déploie, et si l'on zoome sur un personnage, on voit un personnage dont le physique est très très proche d'un Yardra. Donc vous savez comment ça se passe durant une guerre, une colonisation, etc. Il y a des meurtres, des assassinats d'innocents et de guerriers et tout ça. Et il y a aussi une petite part de conversion, c'est-à-dire qu'il y en a, c'est soit des traîtres, soit alors ils étaient soumis, ils ont été obligés de se convertir au nom de la personne qui vient les conquérir. Et du coup, ce Yardra, et pourquoi pas d'autres, aurait dû prêter de force allégeance à l'Empire de Freezer et le servir. Freezer aurait donc peur d'avoir des tas de Yardra en vie et tout ça, mais Freezer aurait peut-être eu envie d'en garder un ou deux sous son contrôle. Vous voyez que si Toyotaro et Toriyama veulent imbriquer des choses, cela reste réellement de l'ordre du possible. Alors pour clôturer sur cette phase de téléportation, également une idée un petit peu loufoque mais intéressante sur les bords, ça serait que Vegeta pourrait se téléporter chez tous les maîtres de Goku, que lui dans sa vie n'a pas pu réellement rencontrer ou en tout cas n'a pas pu avoir d'entraînement de leur part, et en quelque sorte rattraper ce qui lui manque, comme par exemple obtenir la sagesse au combat de Kame Sennin, la maîtrise de ses mouvements comme Mister Popo, le Kaioken et le Genkidama de Maître Kaio, et tous les apports monstrueux de puissance que Whis pourrait lui apporter en plus. Mais bon, est-ce que c'est intéressant d'avoir un Goku bis en Vegeta? Sincèrement, ça ne m'a pas l'air réellement utile. Après, pourquoi pas un Vegeta avec le Genkidama? Au moment où Moro essaierait d'absorber, tu aurais Goku et Vegeta qui contre-absorbent. Mais bon, ça devient tiré par les cheveux et j'y crois un petit peu moyen. Ça fait un petit peu plus scénario de fanfiction intéressante que d'œuvres officielles et canon intéressantes, c'est ça que je veux dire. Également les devins, là on passe à quelque chose d'un petit peu différent concernant le cas Vegeta toujours. Rappelez-vous de l'idée que vous m'avez proposée, que j'ai développée en vidéo récemment, c'était le titre de la vidéo et donc de votre idée s'appelait Goku va sceller Moro et Oob va arriver et tuer Moro. En gros, je vous mets le lien de la vidéo en description si vous voulez en savoir plus, mais l'idée que vous m'aviez proposée, c'était tout simplement que Goku et Vegeta vont trouver un moyen temporaire de bloquer Moro, par exemple le sceller quelque part, que le Daikaioshin va les informer du temps que cela va prendre, 5 ou 10 ans ou quelque chose de la sorte. Du coup, ça va donner une réelle motivation à Goku de vouloir entraîner Oob et d'en faire quelqu'un de puissant, pour deux raisons, parce qu'il est la réincarnation de Majin Buu et que Dende lui a fait part de son potentiel, et également parce que Goku sait que Oob détient les pouvoirs enfouis du Daikaioshin, et que tout ça, ce qui divin, etc., mérite d'être réveillé, si l'on veut battre Moro définitivement. Cela va prendre du temps, il faut que Oob grandisse, il faut que Oob s'entraîne, et on sait également que les techniques Yardra ont l'air d'être longues à être apprises. Goku, bon certes beaucoup plus faible et moins expérimenté qu'aujourd'hui, mais à l'époque de Mecha Freezer,
il arrive et il nous dit que ça lui a pris 1 an pour apprendre juste la téléportation, mais que les Yardra avaient plein d'autres techniques, il n'a pas eu le temps. Alors soit Vegeta actuel, qui est quand même beaucoup plus expérimenté et plus puissant que Goku de l'époque, arrive à maîtriser des techniques plus rapidement que Goku à l'époque. Bon, je pense que Vegeta pourrait apprendre la téléportation peut-être un peu plus vite que Goku à l'époque, mais je pense pas qu'il pourrait apprendre en 1 mois ce que Goku a mis 1 an à l'époque. Par exemple, si ça a mis 1 an pour Goku pour la téléportation, Vegeta d'aujourd'hui, je pense qu'il mettrait peut-être 8 ou 9 mois, mais ça reste quand même conséquent. Donc ça va demander du temps, très sûrement à Vegeta, pour apprendre une nouvelle technique ou plusieurs de la part des Yardra. Donc on pourrait réellement amorcer cette phase d'ellipse dans laquelle on va bloquer ou sceller Moro, en arriver au 28e tournoi des arts martiaux. Vegeta a passé du temps chez les Yardra, il est revenu sur Terre parce que les Yardra lui ont dit on n'a plus rien à t'apprendre, maintenant tu dois pratiquer pour pouvoir la maîtriser, donc il revient sur Terre, il apprend à la maîtriser comme il peut, et Goku lui entraîne Oob, et comme ça, le moment venu, tant de temps ou d'années après, on aura un Goku qui se sera tenu en forme, on aura un Oob qui sera entraîné plus maîtrise du Ki divin, et un Vegeta avec la maîtrise de nouvelles techniques Yardra qui nous sont encore inconnues. Après, les devins, bien sûr, se posent la question des transformations. Alors, bon, c'est vrai qu'on est dans la partie Vegeta de la vidéo, mais je vais répondre pour les deux. Alors, c'est cool les transformations, mais je n'ai pas réellement l'impression, les devins, que c'est le propos direct de cet arc, en tout cas pour le moment. C'est vrai que bon, on peut théoriser sur le Ikari de Broly, mais normalement c'est beaucoup moins puissant que du SIJ1, donc je ne sais pas pourquoi il irait sur cette voie-là, mis à part si c'est pour le développer encore plus, hein. Et encore que l'on retombe sur le problème de base d'absorption de l'énergie par Moro, donc je ne vois pas trop où ça mènerait. Il y a également l'Ultra Instinct, mais ça paraît encore une fois un peu trop téléphoné, ça a l'air trop prévisible, et puis tout ça, pour ça j'ai envie de dire, démarrer un arc en nous disant que Goku ne peut pas le faire en sorte que l'arc parte dans tous les sens dans les pouvoirs du Daikaioshin, chez les Yardra, Goku Patrouille Galactique, enfin vraiment dans tous les sens, tout ça pour que l'on revienne à la solution de base, l'Ultra Instinct, et que les efforts de Vegeta soient vains. C'est un petit peu dommage, je pense que vous êtes d'accord avec moi, et si j'étais le scénariste, je garderais l'Ultra Instinct pour le prochain arc. Donc hormis ce que je viens d'énoncer pour Vegeta, je pense qu'il est possible que l'évolution de Vegeta, mais de ces deux personnages en général, ne soit pas réellement de l'ordre d'un nouveau pouvoir, mais aussi de l'ordre du psychologique, de la révélation, c'est-à-dire un nombre de rencontres importantes et de déverrouiller des choses en eux, dans leurs esprits. Par exemple, par l'apport de connaissances sur leur peuple Saiyan, de découvrir réellement quelle est l'origine de leur pouvoir, chose que le film Dragon Ball Super Broly nous avait promis dans sa promotion, mais en fait dans le film Broly, quelle est l'origine du pouvoir des Saiyans, on ne nous le révèle pas du tout. L'interview de Toriyama sur Yamoshi le fait beaucoup mieux que le film Broly en réalité. Et également en termes de connaissances et d'évolution psychologique, eh bien des connaissances sur Moro peuvent être données. Le Daikaioshin, vous avez vu qu'il est arrivé dans le combat, il a été plongé direct dedans, pas le temps de blablater. Là, ils vont partir en retrait, mais une fois qu'il aura un petit peu récupéré, qu'il sera reposé, pourquoi pas s'il rencontre Shin et le vieux doyen des Kaioshin, une discussion intéressante, même avec Merus, peut se créer. Quelques failles de Moro peuvent être révélées. Allez savoir aussi quel savoir Beerus peut avoir sur Moro, en termes de points faibles ou autres. Je vous donne une histoire tout à fait loufoque, mais pour vous donner juste un exemple, imaginez un Beerus qui dit « Moro n'est pas très puissant, mais il est quand même ma bête noire, parce que si je m'approche de lui, il absorbe mon énergie, et un Akaishin qui n'a plus de ki de la destruction meurt immédiatement. Donc je vais te révéler Son Goku ou Vegeta son point faible, que tu peux exploiter, mais il faudra faire vite et le faire sans moi. » Vous voyez, ça peut se faire comme ça, surtout que Toyotaro et Toriyama aiment bien mettre Beerus de côté depuis fort longtemps. Mais sinon, pour se recentrer vite fait sur le cas de Vegeta, Vegeta peut aussi avec les Yardra tomber sur un ancien de ce peuple-là, qui va lui apprendre des choses sur l'univers et sur les Saiyans. Idem s'il va sur la planète Sadara dans l'univers 6, alors les scènes de l'univers 6 sont à peu près tous relativement faibles, mis à part le trio Kiabe, Caulifla et Kale. Un des plus forts en dessous de cela, c'est Renzo, le frère de Caulifla, et Renzo nous disait déjà qu'il était sûrement plus faible que sa propre sœur en forme de base, donc ça vole pas très haut. Il y a le doute sur le roi de Sadara, mais bon voilà. Mais en parlant du roi de Sadara, Kiabe, quand il a vu Vegeta pour la première fois, il lui a dit que son charisme et tout ça lui faisait beaucoup penser au roi de Sadara. Alors je ne m'attends pas du tout à avoir un roi Vegeta bis, attention, je m'attends à avoir un personnage Saiyan tout à fait inédit, mais peut-être qu'en rencontrant le roi de Sadara, Vegeta va y voir un petit peu de son père, le roi Vegeta, le retrouver d'une certaine manière dans sa manière d'être, sa manière de parler, sauf que cette personne-là serait gentille. Donc, pendant quelques temps, il pourrait un petit peu avoir le père qu'il n'a pas réellement eu, et ce mec-là, ce roi de Sadara, pourrait avoir les mots qu'il faut pour Vegeta, pour lui apporter les connaissances, mais aussi pour pouvoir le toucher au plus profond de son cœur, et non pas au plus profond d'autres choses, bande de pervers. Du coup, il y a aussi, en parlant de Saiyan, il y a le cas de Tarble, qui pourrait être introduit dans cet arc. Vous avez été nombreux à me faire remarquer le fait que le pilote du vaisseau qui a été pris en otage par Vegeta et qui lui a dit d'aller se diriger vers Yardra,
il ressemble beaucoup à la femme de Tarble. Donc est-ce qu'on se dirige pas vers une introduction suite au film Dragon Ball Super Broly qui nous disait que Vegeta avait un frère? Et bien justement l'introduction de Tarble qui arriverait avec sa femme, et le hasard des choses ferait que Vegeta vienne de kidnapper le beau-frère de Tarble. D'ailleurs en parlant de Tarble, petite précision, on ne sait pas si ce frère de Vegeta s'appelle Tarble dans le canon de Dragon Ball, et s'il a toujours sa femme. Pour le moment, la seule chose que l'on sait, c'est que dans le canon de Dragon Ball, oui, Vegeta a un frère. Dans le film Broly, ils nous ont pas dit son nom, donc peut-être que c'est un autre nom, Vegeta 5 ou je ne sais quoi. Peut-être qu'il n'a pas de femme. Peut-être que tout est pareil que ce qu'on connaît déjà. Peut-être qu'il s'appelle Tarble et qu'il a la même femme. Mais bon, là où je veux en venir, c'est de vous dire que si deux Saiyans, frères, Vegeta / Tarble, entre guillemets, s'entraînent ensemble, ça va réellement donner du lourd. Surtout que dans le canon de Dragon Ball, ce frère de Vegeta, il est peut-être beaucoup plus fort, ou peut-être qu'il a beaucoup plus de potentiel que celui que l'on a connu dans Son Goku et ses amis sont de retour. Même si une nouvelle fois, ça recauserait des problèmes et ça remettra en cause les propos de Shin qui disait qu'il y a peu d'êtres forts et intelligents dans l'univers 7 pour le tournoi du pouvoir. Mais ça pourrait donner de belles perspectives, un entraînement en mode PNL pour Vegeta et Tarble, et il reviendrait plus badass et plus puissant que jamais. Encore une fois, je me répète, je le sais, mais c'est bien beau la puissance, mais qu'en fais-tu par rapport à un Moro qui l'absorbe? Ça sera toujours la grosse équation et la grosse inconnue de cet arc, les devins. Enfin, les devins, nous en arrivons sur la partie Goku, elle sera plus rapide, parce que le manga met beaucoup plus en avant Vegeta, donc je me suis concentré réellement sur Vegeta, mais malgré tout, on a quelques opportunités pour Goku qui s'ouvrent. La première, elle est en lien direct avec le lieu vers lequel se retrouve Goku. Goku, il part vers le QG de la patrouille galactique, de son côté. Enfin, il n'est pas tout seul, il est accompagné du Daikaioshin, il est accompagné de SK par exemple, Meru, Jaco, la patrouille quoi. Eh bien, j'aimerais me tourner un petit peu vers le cas de SK. C'est vrai que SK, il vient tout juste de devenir doyen des Namek. C'est Muri, l'ancien doyen, qui lui a passé le rôle, sûrement pour que les Dragon Ball et Purunga ne disparaissent pas de suite, dans l'espoir que la team des héros puisse exaucer un vœu pour contrer Moro ou quelque chose de la sorte. Mais finalement, c'est Moro qui a eu son vœu, Muri aurait mieux fait de ne rien passer à SK, c'est vrai. Mais est-ce qu'en plus de cela, ça ne cache pas quelque chose? Rappelez-vous donc de l'interview de Akira Toriyama qui nous racontait les histoires de Yamoshi par rapport aussi bien au Super Saiyan que au Super Saiyan God et qui nous disait que l'âme de Yamoshi était devenue amie avec le doyen des Namek. Le doyen, vous savez, l'ancien, celui qui était un petit peu gros et qui est mort durant l'arc Namek. Les deux, ils étaient devenus des potes, Yamoshi et ce doyen. Et que dans le livre Namek, eh bien le doyen Namek avait consigné la légende qui concerne les Saiyans et qui concerne Yamoshi. Ce livre doit très probablement, les devins, appartenir au doyen des Namek. Eh bien, le doyen des Namek, on l'a sous les yeux, c'est le petit SK. Est-ce que SK ne va pas nous ressortir un livre? Vous savez, les Namek peuvent faire apparaître des choses, ce genre de choses. On a déjà vu Piccolo qui fait apparaître des vêtements pour Gohan, voilà, c'est quelque chose, des pouvoirs un petit peu magiques qui sont assez connus chez les Namek. Est-ce qu'avec 2-3 tours de passe-passe, SK ne pourrait pas faire apparaître ce fameux livre dans le QG de la patrouille galactique et va lire à Goku la légende concernant Yamoshi et quels sont les pouvoirs des Saiyans, etc. Et que là, réellement, on va creuser dans l'origine du pouvoir des Saiyans et que Goku va exploiter cette partie-là. Et ça serait même assez paradoxal parce que l'on aurait un Vegeta qui part chez les Yardra pour, selon ses dires, obtenir des pouvoirs qui correspondent un petit peu plus à l'origine des Saiyans, tandis que Goku, lui, se retrouve au QG de la patrouille galactique avec un Namek et découvre réellement les origines des pouvoirs des Saiyans, ce que Vegeta voulait. Ça serait assez intéressant, vu comme ça, je pense. Après, on a deux options qui partent dans tous les sens, mais je vais quand même vous les présenter. La première, ça serait un Goku qui va se faire éveiller son potentiel par un Kaioshin, et en particulier par le doyen des Kaioshin. On ne sait pas si le Daikaioshin en est capable, donc le doyen des Kaioshin avait proposé cela à Son Goku avant le tournoi du pouvoir, mais ils avaient dit qu'ils n'avaient pas le temps. C'était un petit peu du blabla pourri, parce que s'ils allaient dans la salle de l'esprit du temps, ils auraient eu largement le temps de le faire, mais bon, ils n'ont pas voulu. Donc ça peut être une possibilité, mais encore une fois, même problématique. Le doyen des Namek va absorber ce ki si on a droit à une espèce de Ultimate Goku. Et enfin, on a également l'entraînement de Goku avec Broly. À la fin du film Broly, on a bel et bien Goku qui dit qu'il va rendre visite de temps en temps à Broly pour lui apprendre 2-3 trucs. Mais est-ce que justement Goku ne pourrait pas inverser les choses en se servant de Broly pour s'entraîner lui-même? On sait que Broly, il joue à peu près dans la même classe que Jiren. Peu importe que vous soyez pro Jiren est le meilleur ou pro Broly est le meilleur, vraiment c'est pas le problème du jour, on sait qu'ils sont à peu près équivalents et que peu importe qui est le plus fort, ça serait un combat très serré pour avoir un vainqueur entre Broly et Jiren, on le sait. Je parle bien sûr de Broly Full Power et de Jiren Full Power. Par contre, on a vu que Jiren Full Power était un bel adversaire pour Goku Ultra Instinct, et on sait qu'un gars comme Broly ou comme Jiren frappe extrêmement fort, qu'il te pousse à tes limites et qu'il est capable de te faire briser ta coquille. Est-ce que Goku n'aurait pas besoin d'un petit entraînement de qualité face à ce monstre, à cette masse de puissance qu'est Broly?
pour pouvoir s'éveiller à nouveau à l'Ultra Instinct et pourquoi pas le maîtriser partiellement ou complètement à volonté. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, le retour de l'Ultra Instinct c'est pas quelque chose que je préconise pour cet arc là, mais bon, faut quand même y penser. Et je pense que Broly est quand même le mec parfait pour ça. C'est un monstre de puissance par définition, ses coups sont ultra rapides, ses coups sont ultra puissants. Une patate sur un Goku Blue, ça peut clairement l'assommer très facilement si Broly est en full power. Donc des coups si rapides et si puissants, il faut savoir les esquiver. Et pour savoir les esquiver, il ne peut que passer que par l'Ultra Instinct, Son Goku. Et également, pour pouvoir rétorquer face à un adversaire qui encaisse aussi bien que Broly, l'Ultra Instinct semble être de mise. Donc ça entraînerait Broly, vu qu'il va se taper contre un Goku Blue qui essaye d'évoluer vers l'Ultra Instinct, et en même temps Goku évoluerait. Ça serait un entraînement à double bénéfice. Je trouverais ça en tout cas très intelligent, même si la finalité de l'Ultra Instinct ne me convient pas réellement pour cet arc qui est en train de développer beaucoup d'autres choses très intéressantes, et c'est vrai qu'à ce stade, l'Ultra Instinct ne me semble pas réellement nécessaire, mais plutôt pour un prochain arc. Du coup les devins, je vous ai livré toute ma pensée concernant les prochaines évolutions de Goku et Vegeta. Bien sûr, j'espère que Toyotaru et Toriyama sauront nous surprendre, et que à la limite, aucune des idées que je vous ai proposées aujourd'hui ne se réalisera. Comme ça, on sera bel et bien surpris. Bien sûr, je vous attends nombreux en commentaire pour que vous me partagez les vôtres, vous me dites ce que vous pensez des miennes. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous voyez quelque chose de mieux? Est-ce que vous voyez quelque chose de différent? Est-ce que vous voulez compléter mes idées? N'hésitez pas, allez-y à fond sur ça. Pour ma part, je vous remercie tous énormément. Merci infiniment à tous ceux qui iront sur ma page Utip. Merci d'ailleurs, il y a quelqu'un de manière anonyme, donc j'ai pas son mail ou son pseudo ou quoi, mais qui m'a fait un don assez conséquent. J'ai été surpris et je t'en remercie sur mon Utip. Mais en tout cas, sachez qu'il n'y a aucune obligation de don, juste une petite publicité gratuite. C'est gratuit pour vous, ça dure 20 secondes et ça me rapporte 4 centimes. Voilà le deal. Je vous en remercie à tous. Le pouce bleu sur cette vidéo-là, bien évidemment, si elle vous a plu pour l'aider au référencement. Et je vous dis donc, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour le prochain Arts Divinatoires.